De 1947 à 1991, la guerre froide oppose le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est. Alors que le monde communiste de l'Est, dirigé par l'URSS, semble très puissant, il se délite très rapidement à partir de 1989. Comment la fin du communisme en Europe de l'Est a-t-elle précipité la chute de l'URSS ? Du lendemain de la Seconde Guerre mondiale à la fin des années 80, un rideau de fer sépare l'Europe en deux. Le bloc de l'Est est sous domination soviétique. Les populations de ces États, majoritairement libérées par l'armée rouge, vivent dans des démocraties populaires, c'est-à-dire sous des gouvernements communistes. Ils rejettent le modèle de la démocratie libérale du bloc Ouest et acceptent l'autorité hégémonique du grand frère soviétique. Si des soulèvements ont marqué les années de la guerre froide, en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968, ceux-ci ont été réprimés par les chars du pacte de Varsovie, né en 1955. Après le printemps de Prague, en 1968, l'URSS a imposé la doctrine Brejnev, ou doctrine de la souveraineté limitée. Elle reconnaît formellement la soumission de ces États à la superpuissance soviétique. Il faut savoir qu'une coopération économique, appelée le Comecon, les rendait déjà dépendants à l'URSS dès 1949. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev arrive à la tête de l'URSS. À l'inverse de ses prédécesseurs, il ne cherche pas à empêcher le mouvement de libéralisation dans les pays alliés. Sa politique vise surtout à restructurer l'économie soviétique et à transformer l'image du régime par une plus grande transparence. C'est ce que l'on nomme la perestroïka et la glasnost. 1989 marque un tournant important. Alors qu'en Chine communiste, le mouvement de la place Tiananmen est violemment réprimé par le pouvoir, les démocraties populaires, par la force des peuples, s'émancipent du corset de fer soviétique et entraînent l'émiettement du bloc de l'Est. Un événement accélère ce processus. En Pologne, l'acceptation d'élections libres en juin 1989, remportée par le syndicat Solidarność, conduit à la mise en place d'un gouvernement non communiste. Conformément à l'engagement de Gorbatchev, l'URSS n'est pas intervenu. Il est dorénavant possible de sortir du communisme et de rejeter la tutelle soviétique sans effusion de sang. En Hongrie, l'État est transformé en profondeur. Les réformateurs du Parti communiste changent la constitution, transformant la République populaire en République hongroise. Le 2 mai 1989, l'abandon du grillage électrifié sur la frontière avec l'Autriche rompt le rideau de fer. Des centaines de milliers de réfugiés est-allemands y convergent pour passer à l'Occident. Le pouvoir de Erich Honecker, dirigeant de la RDA, est déstabilisé. Intéressons-nous à la ville de Berlin. Un mur sépare la ville en deux depuis 1961 pour empêcher les Allemands de l'Est de fuir à l'Ouest. Il est devenu le symbole de cette frontière entre les deux blocs. Le 9 novembre 1989, après d'importantes manifestations, les citoyens est-allemands sont autorisés à franchir les frontières. Le mur de Berlin tombe. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. L'exemple allemand provoque en Tchécoslovaquie la révolution de velours. Le pouvoir communiste lâche prise. La Bulgarie connaît une évolution du même type, alors qu'une insurrection populaire éclate en Roumanie et renverse le dirigeant Nicolae Ceausescu. Fin décembre 1989, il est arrêté, puis exécuté. À la fin de l'année 1989, l'URSS ne peut plus compter sur aucun de ses régimes alliés en Europe de l'Est. L'onde de choc ne s'arrête pour autant pas à la frontière soviétique. En initiant la perestroïka et la glasnost, Gorbatchev voulait sauver le modèle soviétique. Persuadé que toutes ses composantes ne formaient qu'un seul et même peuple, il a sous-estimé la montée des nationalismes. Incorporées malgré elles à l'URSS, les républiques baltes jouent un rôle pionnier dans le processus de désintégration. Dès 1986-1987, elles voient fleurir des groupes de défense de la langue nationale. Rapidement, ces groupes se rassemblent dans des fronts nationaux qui catalysent la contestation populaire. En mars 1989, ces mouvements remportent les premières élections libres au Congrès des députés du peuple de l'URSS.
Il s'agit d'une nouvelle assemblée constituante mise en place par Mikhaïl Gorbatchev pour accélérer la modernisation politique du pays. En mars 1990 est proclamée l'indépendance de la Lituanie. Dans le même temps, l'Estonie annonce l'ouverture d'une période transitoire vers l'indépendance, suivie de la Lettonie en mai de la même année. Dans les républiques soviétiques du Caucase, les fortes tensions intercommunautaires se mêlent aux expressions nationalistes. C'est le cas en Azerbaïdjan où en février 1988, des pogroms anti-arméniens se déclenchent à la suite de l'attribution du Haut-Karabakh à l'Arménie. L'inaction de Moscou face à cette violence pousse les Arméniens à s'organiser au sein de collectifs qui réclament démocratie et indépendance. En Géorgie, la répression des tensions intercommunautaires entre Géorgiens et Abkhazes par Moscou en avril 1989 renforce le mouvement nationaliste. A l'inverse, les républiques musulmanes d'Asie centrale voient le pouvoir communiste s'y maintenir plus efficacement. Les populations n'y sont nullement homogènes et les tensions intercommunautaires réapparaissent avec la perestroïka. Cette accumulation de difficultés fragilise Gorbatchev. Elle précipite aussi la décomposition de l'URSS. Le 20 novembre 1990, Boris Eltsine, président de la République socialiste de Russie, signe avec Leonid Kravchuk, son homologue ukrainien, un accord bilatéral. La Russie et l'Ukraine reconnaissent mutuellement leur souveraineté et s'engagent à coopérer. 2 jours plus tard, un traité du même type est conclu entre la Russie et le Kazakhstan. Ces initiatives menacent le pouvoir de Gorbatchev, qui décide de s'appuyer sur le camp conservateur, inquiet de la désagrégation de l'URSS. Le 13 janvier 1991, des troupes soviétiques prennent d'assaut le Parlement et la télévision de Vilnius en Lituanie pour tenter de contrecarrer l'indépendance déclarée 10 mois plus tôt. Boris Eltsine, devenu l'homme fort de la Russie, condamne fermement le recours à la force. Les événements de Vilnius accélèrent le mouvement vers l'indépendance de la Lettonie et l'Estonie. En mars 1991, elles organisent un référendum qui la concrétise. Quelques semaines plus tard, la Géorgie se déclare indépendante. L'union des différentes républiques doit être repensée, mais les discussions s'enlisent rapidement. Après 3 mois de débats confus, Eltsine accélère le processus de désintégration de l'Union en mettant en marche l'indépendance de la Russie. Le 12 juin 1991, il se fait élire au suffrage universel président de la Russie. Il acquiert une légitimité supérieure à Mikhaïl Gorbatchev, élu au suffrage indirect 1 an auparavant. Une tentative de putsch, du 19 au 21 août 1991, échoue devant la résistance de Boris Eltsine. Il est soutenu par la population de Moscou et de Leningrad face aux conservateurs du régime. Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général du Parti communiste. Boris Eltsine suspend les activités du parti. Le coup de grâce est donné par Leonid Kravchuk. Le Parlement ukrainien proclame l'indépendance de l'Ukraine, ratifiée par référendum, à plus de 90% le 1er décembre 1991. Boris Eltsine, Leonid Kravchuk et Stanislav Shukevich, le président de Biélorussie, décident de créer une communauté des États indépendants, la CEI, ouverte à tous les États de l'ex-URSS. Le 21 décembre, 11 des 15 ex-républiques soviétiques, à l'exception donc des pays baltes et de la Géorgie, signent à Alma-Ata le traité fondateur de la CEI. Mikhaïl Gorbatchev n'y est pas convié. Cette association laisse à chacun de ses membres une grande latitude de décision. Le 25 décembre, à 19h, Mikhaïl Gorbatchev prononce, face aux caméras de télévision, le discours du Nouveau Monde, annonçant la fin de l'URSS. Avec la disparition de l'Union soviétique, ce sont de nombreuses zones de tension qui voient le jour, avec, au bord de la mer Noire, les régions de la Transnistrie, de la Crimée, du Donbass et du Lugansk en ukrainien, et dans les régions caucasiennes, les régions d'Abkhazie, d'Adjari, d'Ossétie du Sud et le Haut-Karabakh. La Russie, principale héritière de l'URSS, est souvent au centre ou à l'origine de ces différends.